Et les drôles de l'âme nous rejoignent. Paulo Breitner, bonsoir. Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Et Johan Crochet là également, salut Johan. Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous. Et Julien Laurence parmi nous, salut Julien. Salut Gilbert, salut à tous. Je démarre par toi Julien. Alors vous étiez concerné par les deux coupes, là, parce que nous la Conference League en France on sait plus ce que c'est, on n'a plus un club. Donc, t'as de la chance en fait. Lens n'y est pas peut-être, t'as raison. Gestion des clubs anglais, c'est intéressant parce que bon, Chelsea a gagné à Panathinaikos 4-1. Tottenham a battu Alkmaar à 0. United fait un partout à Fenerbahçe avec un Mourinho en feu qui s'est pris un rouge d'ailleurs. Est-ce que ce que tu vois des clubs anglais ce soir confirme la célèbre théorie comme quoi les clubs anglais n'en ont littéralement rien à cirer de la C3 et de la C4? Ah oui. Bah non, déjà parce qu'ils ont apparemment chez United, mais ça c'est un cas à part dont on va parler tout à l'heure. Mais pour Tottenham, ils ont 3 victoires en 3 matchs en faisant jouer l'équipe B, ou en tout cas voilà, en faisant jouer l'équipe B. Oui, mais c'est une très bonne équipe B. Même s'il y a des jeunes joueurs, t'as quand même des très bons joueurs dans cette équipe B. Mais l'équipe B sert à ça justement, c'est ça qui est bien. Ouais, exactement. Et alors, Chelsea, eux, c'est encore pire parce que eux, c'est vraiment l'équipe B. C'est-à-dire qu'il fait 11 changements. Au moins, à Tottenham, t'as encore un Bentancur, t'as un Madison qui débute. Ah, sinon, ça servirait à quoi d'avoir autant de joueurs après tout? Bah oui, c'est pour ça, exactement. Ouais. Et ça permet de reposer. Donc, tu veux dire que au final, ça leur rend service, ces Coupes d'Europe. C'est ce que tu veux dire? Ouais. Moi, je pense que Chelsea peut facilement gagner la Conference League avec leur équipe B. Quand tu vois la tête de l'équipe B aujourd'hui, c'est quand même du Joe Félix, Mudryk, Nkunku. Ouais, mais ce serait terrible pour cette compète. Que Chelsea, en alignant jamais ses titulaires, gagne et explose tout le monde. Tu vois ce que tu mais Chelsea n'a rien à faire dans cette compétition-là, c'est ça le problème en fait. Donc, avec cette compétition. Oui, elle en a pas besoin, mais elle en a besoin pour faire jouer son équipe B et les joueurs qui jouent moins en championnat, parce qu'en championnat, la ils C4, 11. La C4, c'est pire qu'une série de deuxième partie de saison sur France Télévisions, le samedi, quoi. Faut pas déconner. Il y a des bons trucs sur France Télé. Surtout le top 4 européen n'a rien à faire en C4 réellement. C'est surtout ça le. Ouais, c'est ça. Il y a juste un club d'ailleurs en fait. Bon, sauf qu'évidemment, si c'est une grosse écurie, ça fausse un peu l'affaire, quoi. Bah, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Mais alors, pour Manchester United, c'est différent en revanche, l'Europa League, parce que eux, ils ont vraiment besoin de résultats et ils n'arrivent toujours pas à obtenir ces résultats. Troisième match nul, un partout à Fenerbahçe. Alors Ten Hag, je sais pas, plutôt fanfaronné en disant ouais, c'est un bon point, c'est difficile. Enfin, les clichés habituels, alors que Fenerbahçe, c'est quand même une équipe qui galère un petit peu en championnat turc, qui sont loin des meilleurs, loin de Galatasaray notamment. Dans un match où Ten Hag nous a encore fait une petite spéciale, on va dire, en mettant Mazraoui en numéro 10. Celle-là, je l'avais pas vue. Alors, autant, rappelez-vous, avant, il avait quand même parfois eu quelques idées un petit peu bizarres. Mais là, de faire un Mazraoui en numéro 10, j'avoue que je l'avais pas vu venir, celle-là. D'ailleurs, ça n'a pas très bien fonctionné. Le pauvre, je pense qu'il était un petit peu perdu, même si techniquement, il est assez bon, je pense, pour jouer ailleurs qu'arrière droit ou arrière gauche. Mais là, c'était un peu trop demandé. Donc, au final, dans sa formation, il jouait milieu de terrain, Mazraoui, Julien. Ouais, dans sa formation, yo. Là, c'est pas la formation, là. Tu vois, c'est quand même, c'est un autre niveau, quand même, tu vois. Et d'ailleurs, je peux comprendre pourquoi il a pu le tenter, parce que, il voulait un joueur aussi supplémentaire au milieu de terrain, qui court beaucoup, qui couvre beaucoup de terrain, plus que s'il avait mis un autre milieu de terrain, qu'il n'a pas beaucoup déjà parce qu'ils sont tous blessés. Donc voilà, il a tenté. Rappelle-toi quand Weghorst, il avait fait jouer Weghorst numéro 10 aussi, lors de sa première saison en Coupe d'Europe, ou numéro 8 même. Donc c'est pas sa première, mais j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Il s'est fait démonter par Paul Scholes à la télévision anglaise. Et on a eu un grand José Mourinho encore, tu l'as dit Gilbert, carton rouge. C'était Clément Turpin l'arbitre. Et Mourinho explique à la fin, pour finir, quelque chose de très marrant. On lui a posé la question, mais qu'est-ce que l'arbitre vous a dit? Il venait d'aller le voir dans son vestiaire. Il a dit, il m'a dit un truc incroyable. Il m'a dit que, en même temps, il avait eu un œil sur l'action. Donc il y avait un penalty. Enfin, Fenerbahçe voulait un penalty. Il n'y avait pas du tout penalty, mais il avait eu un œil sur l'action dans la surface et l'autre œil sur moi et l'attitude sur mon banc. Donc ici, je sais pas comment il fait. C'est pour ça que c'est le meilleur arbitre du monde, parce qu'il est capable de diviser ses deux yeux, un à droite, un à gauche en gros. Un très très bon Mourinho. Voilà, Clément Turpin. Juste quand même, la compo de Chelsea là. Tu dis que c'est l'équipe B. Hein. Enfin bon, juste pour ceux qui n'ont pas vu. Donc il y a Badiachil et Dizazi en défense centrale. Il y a Enzo Fernandez au milieu. Le nombre de joueurs qu'on oublie. Cucurella. Par exemple, Badiachil et Dizazi, tu dis leur nom, je dis ah ouais. Il y a Mudryk qui était présenté comme la future méga rosta. 100 millions. 100 millions Mudryk. Plus Nkunku.
et Joao Félix. Donc l'équipe B, c'est quand même une équipe de ma boule. Ils sont champions en Ligue 1, tranquille. Ouais. Bon, voilà. C'est sûr. Alors, Enzo n'avait pas débuté en championnat. Je pense que s'il avait débuté en championnat ce week-end, il n'aurait pas joué ce soir. C'est le seul vraiment. Neto aussi avait débuté. Lui, en revanche, avait débuté à Liverpool. Mais sinon, c'est les deux vraiment. Cucurella aussi, mais il revenait de blessure. Mais sinon, voilà, sinon il aurait même eux n'auraient pas joué, quoi. Il aurait fait jouer d'autres joueurs. Mais quand tu regardes le coût de cette équipe B là, entre Joao Félix, un Nkunku à 60 millions, un Mudryk à 100 millions, un Cucurella à 55 millions, un Douce-Berrol à 30 millions, un Enzo Fernandez à 120 millions. Je sais pas, ça doit être l'équipe B la plus chère de l'histoire des équipes B. Je veux dire, même la série de France 2 de Polo là, elle n'arrive pas au niveau du coût de cette équipe B de Chelsea. Bon, voilà pour les clubs anglais. Que s'est-il passé du côté des Italiens? Que des victoires chez les Italiens ce soir. La Roma, la Lazio, la Fiorentina. La Lazio, ils se baladent dans cette Coupe d'Europe. Ouais, c'est une équipe qui joue plutôt bien. Alors ce soir, le match, il est un peu... il tourne dans le bon sens parce qu'à la 10e minute, Unerstal, le gardien allemand de Twente, prend un rouge et donc ils sont à 10 dès la 10e minute. Et donc derrière, évidemment, les Néerlandais passent leur temps à défendre et tu finis par faire la différence déjà parce qu'individuellement, tu as des joueurs qui sont meilleurs et aussi parce que tu finis par créer des décalages en jouant assez vite. D'ailleurs, c'est une des rares équipes italiennes qui m'a fait assez plaisir. Encore une fois, rappelons quand même que c'est parce qu'ils étaient à 11 contre 10 cette semaine, parce que ça joue vite. C'est pas des passes plan-plan, c'est pas des passes où il y a de dire bon avant qu'elle arrive sur le joueur à destination. C'est des vraies passes bien taillées et bien fortes, bien précises. Et forcément, quand tu bouges très vite le ballon, le bloc qui est déjà en difficulté te laisse des espaces que tu peux ensuite exploiter. Donc cette équipe de la Lazio, moi j'en avais fait un avis dans les drôles de dames il y a je sais plus 2 ou 3 ou 4 semaines en disant que j'étais assez confiant pour leur saison parce que c'est vraiment une équipe qui jouait bien et en plus je trouve que l'effectif est plutôt bien construit, même si allez, défensivement on pourrait rajouter un petit quelque chose. C'était le premier match de première titularisation de Gigot qui a été plutôt bon, mais il a très peu de choses à faire aussi. Avec une équipe plutôt B, parce qu'il manquait pas mal de joueurs. Il manquait Nuno Tavares, il manquait Gila qui n'était pas titulaire, il manquait Castellanos qui n'était pas titulaire, Isaacsen n'était pas titulaire, Guendouzi n'était pas là, qu'il me manque encore. Enfin bref, il y avait 7 ou 8 joueurs qui avaient tourné. Et malgré tout, ils sont sérieux, ils sont appliqués. Le match contre Nice était parfait. Le match contre le Dynamo Kiev lors de la J1 était parfait. Le match ce soir est très bien mené et sans aucun problème. Donc la Lazio, tout roule. Et avec 9 points, ils sont déjà à peu près certains d'être au moins en barrage de cette compétition-là. Donc il y a pas mal d'anciens et surtout, c'est Marseillais positif parce que moi, j'ai souvenir notamment de Sarri qui t'expliquait que la C3 et la C4, et même Ilitare, l'ancien directeur sportif, que c'était de la... Comment le dire calmement, que c'était de la pas intéressant. C'est des compétitions pas intéressantes. Moi, je suis content de voir une équipe de la Lazio avec Baroni qui la joue vraiment à fond. Bon, très bien. Voilà pour les clubs italiens en l'occurrence. Après, la Roma a gagné, mais c'était vraiment pas brillant. D'accord. On en est où là du retour des Rossi Il va pas revenir Côté supporter, tu veux dire le rêve de le revoir revenir. Moi, je suis pas persuadé qu'il ait très envie de revenir, même s'il a encore son contrat, donc il serait plus ou moins obligé. Il avait quand même dit en partant ce coup-ci, c'est la dernière fois que... Non, il avait dit ce coup-ci, je ne reviendrai pas. En parlant du centre d'entraînement de la Roma. Mais ça joue pas très bien. Je suis pas sûr que Juric ait les armes pour faire bouger ce vestiaire-là. Il les a encore secoués cette semaine à l'entraînement en conférence de presse en disant on manque de caractère, on n'arrête pas de s'apitoyer sur notre sort, il faut qu'on se bouge. Mais ce soir, tu vois pas spécialement de réponse sur ce plan-là. Tu as des joueurs qui avancent pas, tu as assez peu de mouvement, tu as assez peu de prise de risque, t'as pas grand-chose réellement. Et cette Rome-là qui avait vraiment galéré sur les 2 premières journées en prenant peu de points, là tu te dis qu'au moins ils ont 4 points avec cette victoire-là et c'est pas plus mal. Mais on est très loin des 4 demi-finales consécutives de ces 3 C4 qu'ils ont fait les 4 dernières saisons. Polo, à toi. Le gros match, c'était Porto-Offenheim. Ouais, c'était un match assez Porto sympa a gagné d'ailleurs à 2-0. regarder. Ils ont gardé 2-0. J'ai l'impression que l'apprentissage européen d'Offenheim doit se faire à vitesse grand V parce que se prendre un but dans les arrêts de jeu sur coup de pied arrêté en première mi-temps, puis la façon dont ils se prennent le deuxième but, c'est quand même un but enfin, c'est pour les gamins, quoi. Mais sinon, ils ont vraiment fait une belle rencontre contre Porto. Ça a juste manqué un peu d'idées dans les 30 derniers mètres.
Et il aurait été bien ce soir d'avoir une bonne idée pour ouvrir le score, parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire à Porto. Maintenant, bon, c'est Porto, ils sont théoriquement supérieurs à Hoffenheim, donc il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est intéressant de voir comment a joué Hoffenheim aujourd'hui, parce que la prochaine journée, c'est contre Lyon, si je ne dis pas de bêtises. Bon, Heidenheim, je ne sais pas si ça intéresse. Une équipe de deuxième division allemande, à 6 sur 6 en C4, donc c'était un match bien moisi, comme je les aime en C4 en ce moment. Et ils ont marqué le but, ils ont bétonné derrière, et ils ont 6 points, voilà. Très bien, rien à rajouter donc, Polo. C'est vraiment pas passionnant, quoi. Si, t'apprends qu'il y a des clubs à Chypre, quoi, des trucs comme ça. Pas fausse. Mais sinon, voilà. Mais non, mais c'est ça, quoi. Polo, faut pas le faire chier le jeudi soir. Hein. Il a mieux à faire. Hein. Une petite partie d'échecs, un vieux film. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'arrive, Polo? C'est au moins un mois que t'as pas commencé un cycle de quelque chose. Ouais, c'est vrai, parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Moi, je regarde à chaque fois, moi, je te suis et tout. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a comme cycle en ce moment? Mais j'avais prévu de me coucher très tôt ce soir et j'ai reçu un appel d'un certain Jérôme Thomas, quoi. Donc, voilà. Notre producteur. Et Francfort l'a emporté 1-0 sur une mi-temps parce qu'ils n'ont pas joué en première mi-temps. Et but de Larsson à 79e minute. Ils ont eu aussi le droit à une équerre de l'autre côté pour Riga, donc club, paraît-il, le meilleur club des Pays-Baltes. Voilà, 1-0, 7 points sur 9, tranquille, quoi. Club laiton de RFS. Oui. Très bien.